Un homme d'affaires perdait un contrat de millions avec le cheikh arabe, jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage fasse quelque chose qui choqua tout le monde. Les vitres teintées de la salle de conférence, au dernier étage d'une des plus hautes tours de la Défense, laissant passer une lumière grise de fin de matinée parisienne. En contrebas, les silhouettes pressées de cadres défilaient comme un flot ininterrompu d'ambition. Mais ici, à plus de 100 mètres du sol, tout était suspendu. Pierre Lambert, 44 ans, costume sombre sur mesure, cravate d'un bleu presque électrique, regardait fixement la table de verre devant lui. Il s'était préparé pour ce moment pendant des mois. Son entreprise, Lumisource, pionnière de l'énergie solaire intelligente, allait enfin franchir une étape décisive, signer un contrat colossal avec le cheikh Al-Mansour, figure énigmatique de la finance énergétique du Golfe, pour implanter ses technologies au cœur du désert saoudien. La pièce respirait le luxe discret. À l'opposé de la table, le cheikh, entouré de 2 conseillers vêtus de dish d'achat immaculés, consultait calmement un document imprimé sur papier ivoire. À ses côtés, son assistant personnel, un jeune homme à l'air vigilant, murmurait des précisions à l'oreille de son supérieur. À droite de Pierre, 2 cadres de son équipe. Une juriste d'origine suisse et le directeur financier gardaient une posture professionnelle, mais les regards trahissaient une légère tension. Le seul élément dissonant, celui que Pierre tentait de dissimuler à tout prix, se trouvait dans son téléphone posé discrètement à côté de sa main droite, un message reçu 1 heure plus tôt, laconique et dévastateur. « Problème familial. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Désolé. » C'était tout ce que son interprète professionnel, engagé depuis 6 mois pour cet accord, avait trouvé à écrire avant de disparaître dans le silence. En un instant, toute la stratégie soigneusement bâtie s'effondrait. L'homme qu'il avait recruté pour fluidifier la communication avec le cheikh, garantir le respect des protocoles culturels et éviter tout faux pas diplomatique n'était plus là. Et aucun remplaçant n'était disponible dans un délai aussi court. Pierre avait brièvement envisagé d'annuler la réunion. Mais le cheikh, arrivé expressément à Paris pour cette signature, avait déjà pris place dans la salle. Pierre avait alors pris une décision désespérée. Il improviserait. Il utiliserait des applications de traduction en temps réel, glisserait des phrases simples en anglais, miserait sur le langage des chiffres et des schémas. Peut-être que la rigueur de son projet suffirait à convaincre. Il avait toujours su faire preuve d'assurance, même dans le chaos. Mais cette fois, c'était différent. Le silence du cheikh, ponctué de rares murmures en arabe, devenait lourd. Le moindre mot imprécis pouvait être interprété comme un affront. Pierre inspira profondément, activa l'application sur son téléphone et commença son exposé. Les mots se bousculaient, l'accent mécanique du traducteur numérique résonnait de manière presque comique dans la salle insonorisée. Il montrait les projections financières, les cartes thermiques des installations prévues, les courbes de rentabilité. Pourtant, il sentait le malaise s'installer. Le cheikh fronçait les sourcils, ses conseillers échangèrent des regards furtifs. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Un moment de flottement survint lorsque Pierre, voulant souligner la neutralité carbone de ses installations, lança une phrase complexe que l'application traduisit avec hésitation. Le cheikh recula légèrement son siège, croisa les bras et s'adressa sèchement à son assistant. Le murmure qui suivit, bien qu'incompréhensible pour Pierre, sonna comme un désaveu. Un des conseillers du cheikh se pencha vers lui et lui parla à voix basse. Puis, d'un geste lent, le cheikh referma son dossier et posa ses mains sur la table, l'air résolu. Pierre comprit alors qu'il était sur le point de perdre l'opportunité la plus précieuse de sa carrière. Il se redressa, tenta un sourire forcé, mais le silence était devenu pesant. Personne ne parlait. Seul le bourdonnement du système de ventilation rompait la tension. À cet instant, le regard de Pierre croisa celui de son directeur financier, qui haussa légèrement les épaules comme pour dire « On a fait ce qu'on a pu ». La juriste, elle, fixait obstinément ses notes, comme si elle refusait d'être témoin de l'échec imminent. Pierre, lui, restait figé, partagé entre l'envie de crier sur tout le monde et celle de se lever pour supplier le cheikh de rester. Mais il ne fit ni l'un ni l'autre. Il tourna à nouveau son téléphone vers lui, tenta une autre phrase, une autre tentative de sauvetage désespérée. L'application traduisit à nouveau de manière bancale. Le cheikh serra les lèvres. L'un de ses conseillers referma son porte-document. Pierre sentit alors une sueur froide descendre le long de sa nuque. Il y avait pourtant quelque chose d'anormal dans l'air,
comme une présence silencieuse qui observait, discrètement, sans être vue. Un détail que personne dans la pièce ne percevait encore. Une oreille invisible qui écoutait tout avec attention et qui, sans le savoir, allait bouleverser le cours de cette matinée. Dans une salle attenante à la grande salle de conférence, à peine séparée par un mur insonorisé, un homme observait attentivement les événements à travers une vitre teintée à sens unique. Ce n'était pas un employé de l'Humisource, ni un membre de la délégation saoudienne. Son badge d'accès était provisoire, généré le matin même par une société de sécurité tierce sous couvert de maintenance technique. Il n'était pourtant ni technicien, ni informaticien, ni même sous-traitant légitime. Il s'appelait Alexandre Bresson, et depuis plus de 10 ans, il travaillait dans les zones grises du renseignement économique. Dans le silence contrôlé de cette pièce d'observation, Bresson notait chaque mouvement, chaque inflexion de voix, chaque haussement de sourcils. Il ne comprenait pas l'arabe, mais il n'en avait pas besoin. Ce qu'il cherchait, ce n'étaient pas des mots. C'étaient des gestes, des hésitations, des failles. Son regard se posait régulièrement sur Pierre Lambert, qu'il avait déjà croisé des années auparavant, lors d'un séminaire discret à Genève sur la cybersécurité industrielle. À l'époque, Pierre n'était encore qu'un jeune ingénieur ambitieux. Aujourd'hui, il se battait pour un contrat capable de faire de lui un géant du secteur. Ce que Pierre ignorait, c'est que Bresson avait été mandaté pour empêcher précisément cela. Commandité par un consortium anonyme d'intérêts concurrents, Bresson devait perturber l'accord sans se faire remarquer. Pas d'assassinat, pas de menace directe, mais une série de petits événements bien ciblés. Retarder un vol, bloquer une traduction, glisser une erreur dans un fichier de présentation. Une guerre invisible, faite de détails. Le désistement de l'interprète n'était pas un hasard. L'homme avait reçu une offre alléchante, sous condition d'un désengagement immédiat. Un transfert discret, une promesse de contrat longue durée ailleurs, et surtout le silence. Bresson, pour sa part, avait utilisé ses connexions pour neutraliser en amont toute solution de secours crédible. Chaque tentative de Pierre pour joindre un remplaçant avait été interceptée. Chaque appel redirigé, chaque courriel invisible piraté et modifié avant d'atteindre sa cible. Et ce matin, il était venu assister en direct au naufrage, non pas par sadisme, mais par nécessité de confirmation. Sa mission n'était pas de croire en l'échec, elle était de le voir de ses propres yeux. Il sortit de sa poche un petit enregistreur sur lequel il lançait des fragments de la réunion, juste au cas où un détail lui échapperait. Il se savait surveillé aussi, car dans ce monde, personne n'était totalement seul. D'ailleurs, le simple fait d'être ici, physiquement présent, exposait Bresson à un risque, mais il avait confiance en ses arrangements. La société de sécurité avait été payée grassement. Le système d'archivage vidéo, temporairement déconnecté, et les quelques personnes pouvant remarquer son badge falsifié avaient été distraites par d'autres manœuvres. Il ne resterait pas longtemps. Dans la salle de conférence, il observa un instant la crispation des visages. Il savait que Pierre avait atteint le point de rupture. Il n'allait pas s'effondrer, ce n'était pas son genre. Mais le contrat était en train de lui glisser entre les doigts, lentement mais sûrement. La tension entre les parties était palpable. Le cher, visiblement mécontent, n'avait pas quitté la pièce, mais son langage corporel annonçait une décision imminente. Bresson nota cela mentalement. Il fallait préparer la suite, car les sponsors de cette opération allaient réclamer des preuves concrètes de l'échec. Et dans leur jargon, échec signifiait une rupture sans équivoque, pas une suspension temporaire. Il s'accroupit pour récupérer une petite valise noire posée sous la table. Elle contenait un dispositif que peu de gens savaient manipuler, un micro-émetteur de fréquence longue, capable de capter des signaux dans un rayon de 50 mètres, même à travers les matériaux renforcés. Il l'activa avec précaution, réglant la sensibilité sur les fréquences internes utilisées par les tablettes de présentation de l'Humisource. Il voulait entendre ce que Pierre dirait hors micro, les apartés, les soupirs, les aveux involontaires. Il voulait saisir le moment exact où le doute naîtrait dans l'esprit de son adversaire. Mais alors qu'il fixait l'écran de son dispositif, une alerte rouge s'afficha soudainement. Quelqu'un, ailleurs dans le système, avait déclenché une requête de surveillance. Ce n'était pas prévu. Quelqu'un d'autre observait aussi. Bresson fronça les sourcils. Il éteignit rapidement l'émetteur et rangea tout dans la valise. Il se leva doucement, ajusta son costume gris et quitta la pièce par une porte de service empruntant un couloir discret que seuls les techniciens utilisaient.
En descendant l'escalier de secours, il activa discrètement son téléphone sécurisé. Un message crypté venait d'arriver, codé en double clé. Il l'ouvrit. Ce qu'il lut le fit s'arrêter net au milieu de la cage d'escalier. Changement de plan. Nouvelle cible repérée. Reste en place. Il jura entre ses dents. Ce genre de message n'arrivait jamais sans raison. Cela signifiait que quelque chose d'imprévu venait de se produire dans la salle. Quelque chose que même lui, avec toute son anticipation, n'avait pas vu venir. Il se retourna lentement, remonta quelques marches, puis s'arrêta. Il savait que s'il revenait trop vite, il attirerait l'attention. Il devait d'abord comprendre ce qu'il avait manqué. Derrière la vitre de la salle de conférence, dans un angle qu'il n'avait pas surveillé, une jeune femme venait d'entrer discrètement. Elle portait une blouse blanche, comme une simple assistante logistique, mais son badge ne correspondait à aucune base de données connue. Et surtout, elle tenait entre ses mains un petit dossier fermé sur lequel figurait un logo oublié depuis plus de 10 ans, celui d'Helios Conseil, un cabinet de recherche énergétique dissous depuis l'année 2015, mais dont les archives, si elles réapparaissaient, pourraient ruiner bien plus qu'un simple accord commercial. Et ce logo, Bresson l'avait vu. Il ne l'avait jamais oublié. Le pas de la jeune femme sur le sol poli résonnait faiblement, à peine perceptible parmi les murmures tendus de la salle de conférence. Elle avançait avec assurance, mais sans arrogance, comme si chaque mouvement avait été minutieusement répété. Les regards se tournèrent brièvement vers elle, intrigués mais sans suspicion réelle. Elle portait une blouse blanche parfaitement boutonnée, sans tache ni pli, et son badge indiquait un prénom anodin, Clara M., suivi d'un code de service logistique. Elle se dirigea sans détour vers un petit chariot contenant des dossiers imprimés, classés pour les différents intervenants, et s'arrêta net, comme si elle cherchait un document égaré. Pierre Lambert la remarqua du coin de l'œil, mais son esprit était encore englué dans la tentative désespérée de sauver la présentation. Son application de traduction avait commis une nouvelle erreur, cette fois en inversant les termes « rentabilité » et « subvention ». Une confusion grotesque pour un interlocuteur comme le cheikh Al-Mansour, dont l'équipe n'avait aucune tolérance pour l'imprécision linguistique. Le cheikh tapota la table du bout des doigts, visiblement agacé, mais ne prononça pas un mot. À sa gauche, son assistant s'apprêtait à parler, probablement pour annoncer que la réunion serait écourtée, lorsque le regard du cheikh se posa sur la jeune femme en blouse blanche. Elle leva les yeux. Un court instant de silence suivit. Puis elle s'avança doucement, tenant dans ses mains un dossier fermé. Sans attendre d'autorisation, elle le déposa devant Pierre Lambert, en le regardant droit dans les yeux. Elle parla alors d'une voix douce, à peine audible, mais articulée avec précision. « Monsieur Lambert, ceci a été retrouvé dans les archives du 3e étage. Il contient les premiers plans d'Helios Conseil, datés d'il y a 13 ans. Il semblerait que certaines innovations citées dans le dossier du jour en soient directement issues. » Pierre, stupéfait, ouvrit le dossier sous les regards ébahis des autres participants. Il y trouva une série de plans, de notes manuscrites et une copie scannée d'un vieux brevet déposé par un certain docteur Rémy Godefroy, décédé 2 ans auparavant dans l'indifférence générale. Ce nom réveilla en lui un souvenir ancien. Helios Conseil, c'était une structure de recherche indépendante avec laquelle il avait brièvement collaboré au début de sa carrière. Il n'avait jamais su ce qu'étaient devenus les travaux de cette équipe, ni pourquoi elle avait été dissoute. Il n'avait même jamais pensé que ses propres innovations puissent s'en rapprocher. Mais en parcourant les pages, il comprit. Des schémas entiers de circuits photovoltaïques, des algorithmes de redirection énergétique, tout y était. Non pas identique, mais étrangement familier. Assez pour suggérer que les bases de sa technologie actuelle avaient pu être inspirées, volontairement ou non, par des travaux passés. Assez pour semer le doute dans l'esprit d'un investisseur. Le cheikh fit un geste discret et l'un de ses conseillers s'approcha du dossier. Il prit connaissance du contenu sans un mot, puis l'apporta à son supérieur. En quelques secondes, le climat de la salle changea radicalement. Les regards se firent de plus durs. La tension monta d'un cran. Pierre tenta de parler, mais il sentait sa gorge se nouer. La jeune femme, elle, s'était retirée d'un pas, comme si sa mission était terminée. Il se tourna vers elle, tentant de comprendre qui elle était. Mais avant qu'il ne puisse poser la moindre question, elle avait déjà quitté la pièce par une porte secondaire. Le silence s'installa. Puis, d'une voix calme mais glaciale, le cheikh prit la parole en anglais. « I was not informed of any potential intellectual property conflict.
This is unacceptable. Pierre ouvrit la bouche pour répondre, mais ses mots restaient bloqués. Tout s'effondrait. Pas à cause d'un défaut technique, ni d'un défaut humain, mais à cause d'un document exhumé à un moment précis. Entre les mains d'une inconnue aux allures d'assistante, une pièce oubliée du passé, ressurgissant au pire moment. Dans les couloirs, Clara avançait d'un pas mesuré. Elle retira lentement sa blouse en marchant, révélant une tenue civile discrète en dessous. Elle glissa le badge dans une poche intérieure, puis sortit par une porte de service. Elle traversa sans se presser les couloirs de sécurité, saluant poliment les employés qu'elle croisait, sans éveiller le moindre soupçon. Personne ne se posa la question de savoir qui elle était réellement. Arrivée à l'extérieur, elle s'engouffra dans un véhicule noir garé sur une aire de livraison. À l'intérieur l'attendait un homme aux cheveux poivre et sel, lunettes rondes, costume sobre. Il referma la porte dès qu'elle fut assise et lui tendit une oreillette connectée. « Rapport », demanda-t-il sans lever les yeux de son écran. « Le dossier a été remis. Réaction immédiate. Le cheikh envisage de suspendre l'accord. La confusion est installée, répondit-elle. « Bien, mais reste en observation. La réaction de Lambert sera cruciale. Et surveille Bresson. Il est ici, j'en suis certain. » Elle hocha la tête. Ce n'était pas une simple opération de sabotage. C'était une partie complexe où chaque joueur ignorait encore qui étaient ses vrais adversaires. Le consortium qui avait mandaté Bresson n'était pas le seul à vouloir torpiller le projet de Lumisource. D'autres forces, plus discrètes, plus anciennes, avaient décidé d'intervenir. Pas pour de l'argent, pas pour le pouvoir immédiat, mais pour une idée. Une idée née il y a 13 ans dans les laboratoires d'Hélios Conseil, enterrée par des jeux politiques, des fusions industrielles et des oublis volontaires. Une idée que certains avaient jugée trop risquée, trop avant-gardiste, trop incontrôlable, et qui aujourd'hui refaisait surface, non pas pour être vendue, mais pour être révélée. Le silence qui suivit la déclaration du cheikh Al-Mansour fut plus destructeur que n'importe quel éclat de voix. Pierre Lambert resta figé, incapable de réagir. Ses mains tremblaient à peine, mais suffisamment pour qu'il s'en rende compte. Chaque respiration devenait un effort. Il tenta de reprendre la parole, mais le regard que lui lança l'un des conseillers du cheikh coupa court à toute tentative. L'accusation était implicite mais totale, et la présence du dossier estampillé Hélios sur la table lui donnait une gravité presque sacrée. Aucun argument logique, aucun graphique de rentabilité, aucun plan d'investissement n'avait plus de poids que ces quelques feuilles surgies d'un passé qu'il croyait révolu. Les membres de son équipe restaient muets. La juriste, d'un pâle maladif, tentait de lire à travers les documents. Le directeur financier fixait un point invisible sur le mur, comme s'il anticipait déjà les conséquences d'un échec à cette échelle. Pierre, lui, ferma les yeux quelques secondes, repassa mentalement les étapes de la conception de ces systèmes. Il se souvenait de certaines lignes de code, d'idées griffonnées sur des tableaux blancs, mais aussi des discussions informelles, des partages de concepts, des inspirations venues d'anciens projets oubliés. Il n'avait jamais copié, mais il ne pouvait nier l'influence lointaine de ces années de collaboration avec les membres d'Hélios Conseil. Ce nom, Hélios, revenait dans son esprit comme une cloche lourde. Il se souvenait de Rémi Godefroy, le scientifique visionnaire mais instable, qui dirigeait ce petit groupe de chercheurs. Il se souvenait de ses discours passionnés sur l'énergie libre, sur l'autorégulation thermique, sur la possibilité d'un système énergétique autonome et intelligent. À l'époque, tout cela semblait abstrait, presque utopique. Et lorsque Hélios avait été absorbé par une holding obscure, puis démantelé sans bruit, personne ne s'était insurgé. Pierre, comme tant d'autres, était passé à autre chose. Mais maintenant, ces fragments du passé le poursuivaient. Il demanda la permission de faire une pause, invoquant une nécessité logistique. Le cheikh acquiesça d'un geste lent. La délégation quitta la salle sans précipitation, mais avec une tension palpable. Une fois seul avec son équipe, Pierre referma brutalement le dossier et se tourna vers ses collaborateurs. « Vous avez vu ça? Qui a pu ressortir ces documents? Ils n'existent plus depuis des années. » La juriste secoua la tête. « J'ai vérifié les bases de données officielles il y a 2 mois. Hélios n'a plus de traces juridiques depuis 2016. Aucun brevet en activité. Ce dossier, il n'aurait jamais dû exister. » Le directeur financier murmura sans quitter son regard du mur, ou alors quelqu'un a voulu qu'il réapparaisse maintenant. Pierre n'eut pas besoin de plus d'indices, il comprenait. C'était trop précis, trop ciblé,
trop bien chronométré pour être une coïncidence. Il pensa immédiatement à ses concurrents, mais aussi à quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de le faire échouer, il s'agissait de ressusciter un débat, de faire éclater une vérité oubliée. Et pour cela, il fallait que le monde voie ce que contenait ce dossier. Il sortit précipitamment de la salle, sans écouter les appels de ses collègues. Dans le couloir, il scruta les visages, espérant retrouver la mystérieuse Clara. Elle avait disparu. Pas un seul agent de sécurité ne se souvenait de l'avoir vue entrer ou sortir. Les caméras des étages inférieurs, selon le standard, avaient subi un ralentissement de flux. En clair, aucune image exploitable. Il appela immédiatement le siège technique de l'immeuble, mais obtint des réponses vagues. Une maintenance logicielle était en cours. Le réseau interne était perturbé. Toutes les explications habituelles, bien trop commodes. Il prit alors une décision risquée. Il allait consulter son propre serveur de stockage sécurisé, où il conservait depuis des années des fragments de correspondance anciennes, des archives de projets, des échanges informels avec des chercheurs d'époque. Il s'enferma dans un petit bureau attenant, alluma son ordinateur personnel crypté, inséra un identifiant biométrique et accéda à une base de données dormante qu'il n'avait pas ouverte depuis longtemps. Le nom de Godefroy apparut plusieurs fois. Des échanges de courriels remontant à 2010-2011, des discussions sur les matériaux composites, des essais de prototypes de cellules solaires bifaciales, des théories sur l'autonomie énergétique collective. Il lut chaque message avec un mélange de fascination et d'effroi. Plusieurs éléments qu'il pensait avoir inventés en solitaire prenaient soudain racine dans ces dialogues oubliés. Non pas des plagiats, mais des évolutions, des inspirations si lointaines qu'elles semblaient inconscientes. Et puis un message attira son attention, envoyé à Godefroy par un certain Monsieur Léandre, daté de janvier 2015. « Si l'un de nous disparaît, les travaux ne doivent pas mourir. Ils sont plus qu'une invention. Ce sont des outils. Ne les enterre pas, protège-les. » Il n'avait jamais vu ce message. Il n'était pas dans ses archives. Quelqu'un l'y avait ajouté récemment. Une intrusion parfaitement exécutée. Il sentit son sang se glacer. Cela signifiait que ses systèmes avaient été pénétrés, que quelqu'un connaissait l'accès à sa base la plus sécurisée, que l'ennemi n'était pas simplement un concurrent, mais un fantôme du passé, un ancien membre d'Hélios, un héritier, un justicier. Il se redressa. Il devait parler au Cher immédiatement. Non pas pour se défendre, mais pour raconter cette histoire, pour lui expliquer que rien n'était volé, mais que tout était issu d'une chaîne oubliée de pensées et de recherches, qu'il ne s'agissait pas d'une tromperie, mais d'une continuité. Il se précipita vers la salle principale où la délégation saoudienne commençait à se réinstaller. Les regards étaient plus fermés qu'avant, les visages plus graves. Le dossier Hélios trônait toujours au centre de la table, comme un symbole. Pierre prit la parole avant même d'être invité. « Je sais ce que vous avez vu, et je comprends vos doutes, mais permettez-moi de vous montrer l'origine de mes travaux, pas dans les chiffres, dans les liens, dans les dialogues oubliés. J'ai gardé des archives, des échanges. Ce que vous voyez dans ce dossier n'est pas un plagiat. C'est une fondation, une base sur laquelle j'ai construit. Pas pour voler, mais pour faire survivre une idée. » Il ne savait pas s'il l'écouterait. Il ne savait pas s'il était déjà trop tard. Mais pour la première fois depuis le début de la journée, il ne se battait plus pour son contrat. Il se battait pour la vérité d'un héritage scientifique et pour la mémoire d'une équipe qu'il avait, sans le vouloir, laissée derrière lui. Alors que les mots de Pierre résonnaient dans la salle de conférence, chacun réagissait à sa manière. Le cheikh Al-Mansour ne trahissait aucune émotion. Il écoutait en silence, les bras croisés, son regard toujours aussi impénétrable. À ses côtés, ses conseillers prenaient des notes, échangèrent des regards rapides, comme s'ils évaluaient en temps réel la crédibilité du discours. Derrière eux, un des agents de liaison de la délégation chuchotait discrètement à un interlocuteur invisible via une oreillette. L'ambiance n'était plus celle d'un simple rendez-vous d'affaires. On sentait la gravité des grandes décisions, celles qui engagent des nations et des générations. Pierre, debout au bout de la table, n'avait plus rien du PDG triomphant qu'il avait espéré être ce jour-là. Il parlait avec une sincérité presque brute, sans chercher à séduire ni à manipuler. Il évoquait les années de formation, les premiers laboratoires dans les sous-sols d'université, les nuits passées à tester des concepts sur des prototypes artisanaux, les échanges entre jeunes chercheurs passionnés et précaires.
Il prononçait des noms oubliés. Solène Mareuil, data scientist rebelle qui refusait toute structure hiérarchique. Idriss Benhammer, électronicien silencieux, mais génial. Erika Vadier, spécialiste des interfaces bioénergétiques, disparue sans laisser de traces en 2012. Il en parlait comme d'une famille perdue. Et en les évoquant, il réalisait à quel point cette époque, bien qu'éphémère, l'avait marqué. Il n'avait jamais songé à renouer avec eux. Le monde corporatif l'avait happé avec ses chiffres, ses échéances, ses rapports d'investisseurs. Mais aujourd'hui, ces noms revenaient frapper à la porte de sa conscience. Non comme des reproches, mais comme des rappels. Des fragments d'un serment tacite qu'il avait rompu sans s'en rendre compte. Un silence s'installa lorsque Pierre montra sur son propre écran une vieille vidéo datée de 2011. On y voyait 5 jeunes chercheurs réunis dans une pièce exiguë en train de discuter passionnément autour d'un tableau couvert de formules. C'était l'équipe d'Hélios Conseil. La caméra tremblait, les voix se chevauchaient, mais l'énergie était palpable. Au centre, Rémi Godefroy parlait des limites de l'exploitation solaire actuelle, de l'inertie des multinationales, du besoin de rupture technologique et politique. On l'entendait dire « Si nous ne faisons rien, dans 10 ans, ils auront verrouillé chaque molécule d'ensoleillement. » Une phrase prophétique. Lorsque la vidéo s'arrêta, le silence fut plus lourd encore. Le Cher pencha la tête, pensif. Il posa une question, cette fois en arabe. Son conseiller traduisit. Il demande pourquoi ces personnes n'ont jamais été créditées de leur travail dans les publications officielles de l'Humisource. Pierre prit une inspiration. Il répondit avec calme. Parce que j'ai été lâche. Parce que j'ai avancé seul, pensant que ce serait plus simple, plus rapide. Parce qu'à un moment, j'ai cessé de croire qu'ils étaient toujours là pour construire avec moi. J'ai tort. Mais je suis ici pour réparer, pas pour nier. Un des conseillers murmura à l'oreille du Cher. Celui-ci hocha lentement la tête. Puis, sans un mot, il se leva. Il ne partit pas, mais fit signe à son équipe de sortir. Lui resta seul avec Pierre. Ils étaient désormais face à face. 2 hommes, 2 visions, 2 poids du passé. Le Cher parla alors en anglais, sans l'intermédiaire de son équipe. « What is more important to you, Mr. Lambert? The deal, or the truth ?» Pierre n'hésita pas. « The truth ». Le Cher observa son visage longuement, comme pour déceler le moindre mensonge. Puis il se tourna vers la fenêtre. Paris s'étendait devant lui, immense et flou sous le ciel gris. Il parla de nouveau, plus doucement. « In my country, we also had projects like this, small, idealistic. Most of them failed, but a few changed everything. Not because they had money, but because someone remembered them. » Il se retourna vers Pierre. « Perhaps it is time for you to remember. » Il quitta alors la salle sans ajouter un mot, laissant Pierre seul, secoué mais debout. Dans un autre bâtiment de la Défense, à quelques rues de là, Clara regardait la scène depuis un écran de surveillance relié à une caméra thermique dissimulée. L'image était déformée, mais suffisante pour suivre les mouvements. À côté d'elle, l'homme aux lunettes rondes restait silencieux, les mains croisées. Derrière eux, plusieurs écrans affichaient des données cryptées, des cartes de chaleur, des schémas de structure énergétique. Ce n'était pas un centre de commandement officiel, c'était un point de repli utilisé par une organisation sans nom ni adresse fixe, un de ces lieux d'où l'on influençait le monde sans jamais apparaître. « Il est prêt », dit Clara. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il consulta un fichier, puis leva les yeux. « Il faut qu'il revoie Erika. » Clara fronça les sourcils. « Tu es sûr qu'elle est encore en vie ?» Elle ne l'était pas, jusqu'à hier. La phrase résonna comme un tremblement. Cela signifiait que quelqu'un, quelque part, avait bougé une pièce longtemps immobile. Erika Vadier, la disparue, l'électron libre, la mémoire vive d'Hélios Conseil, était peut-être de retour. Et si elle l'était, alors rien ne se passerait comme prévu. Clara se leva. Elle activa une nouvelle séquence sur l'écran principal. Des coordonnées GPS apparurent, situées en périphérie de Lyon. Une zone industrielle désaffectée, autrefois propriété d'un groupe chimique, aujourd'hui abandonnée. C'était là qu'Erika avait été repérée, seule, en retrait, vivant avec une fausse identité, travaillant sur des équipements solaires artisanaux. Mais elle n'avait jamais cessé, jamais vraiment disparu. Et maintenant, elle devenait la clé. « On envoie quelqu'un » demanda Clara. L'homme réfléchit, puis il dit simplement « Non, c'est à lui d'y aller.
S'il veut comprendre, s'il veut réparer, il doit la retrouver lui-même. Clara acquiesça. Pierre Lambert venait de franchir un seuil invisible. Il n'était plus seulement un entrepreneur en quête de contrat. Il devenait l'ultime témoin d'un savoir oublié, d'une époque dont les cicatrices commençaient à se rouvrir, et les prochaines heures décideraient s'il avait la force d'aller jusqu'au bout. La défense était déjà loin derrière lui. Pierre Lambert, les mains crispées sur le volant de sa voiture électrique de location, avalait les kilomètres en direction du sud-est, le regard fixe, le corps tendu. Il roulait à une vitesse constante, ni trop rapide, ni trop lente, comme s'il cherchait à prolonger le moment avant la confrontation. L'adresse obtenue à travers une vieille base de données retrouvée dans ses propres serveurs, des lignes de code oubliées, cryptées, insérées dans une conversation datant de plus de 10 ans, le menait vers une zone grise, un no man's land de béton et de silence. Un ancien site industriel à la périphérie de Lyon, abandonné depuis que les régulations environnementales avaient forcé sa fermeture. C'était là, selon les coordonnées croisées de ses archives et les indices laissés dans le mystérieux message de M. Léandre, que vivait ou s'était cachée Erika Vadier, la chercheuse disparue depuis si longtemps qu'elle n'était plus, aux yeux de la communauté scientifique, qu'un nom de bas de page dans des articles spécialisés. Mais pour Pierre, elle représentait quelque chose de plus profond. La mémoire vivante d'Hélios Conseil, le chaînon manquant entre les idéaux d'autrefois et les compromissions d'aujourd'hui. Il s'arrêta devant les grilles rouillées d'un complexe en friche. L'endroit n'avait rien d'accueillant. Bâtiments éventrés, vitres brisées, herbes hautes poussant entre les fissures du bitume. Pourtant, il sentait une présence, une forme de vigilance silencieuse. Il descendit de voiture, referma la portière avec précaution et franchit la grille ouverte. Chaque pas résonnait sur le sol, comme un écho de son propre doute. Il traversa la cour, dépassa une rangée de containers abandonnés et atteignit enfin une porte métallique semi-ouverte d'où s'échappait une lumière blanche et stable. Il frappa doucement. Aucun son. Il entra. L'intérieur était bien différent de l'extérieur. Derrière la décrépitude apparente, un petit laboratoire artisanal avait été reconstitué. Table de travail, circuits imprimés, panneaux solaires miniatures, batteries modulaires, carnets ouverts, écrans allumés. Et au fond, une silhouette penchée sur un oscilloscope. « Tu es venu », dit une voix féminine sans même se retourner. Pierre s'arrêta net. La voix était la même. Calme, tranchante, légèrement rauque. Elle se leva lentement, se retourna. C'était bien elle, Erika Vadier. Son visage avait changé, les traits creusés, les cheveux courts, les yeux plus durs, mais il la reconnut immédiatement. Elle ne sourit pas, elle ne s'approcha pas. Elle l'observa longtemps, comme s'il était un phénomène à analyser. « Je ne savais pas si tu aurais le courage, dit-elle, ou si tu étais devenu un de ces types qui envoient des avocats au lieu de se déplacer. »« Je n'en vois plus personne, répondit Pierre. » Elle haussa légèrement un sourcil, comme pour souligner l'ambiguïté de sa réponse. Puis elle fit un geste vers une chaise. « Assieds-toi. Tu veux du thé ou une confession ?» Il resta debout. « J'ai besoin de comprendre. Et j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi ce dossier a réapparu aujourd'hui. » Elle le fixa. « Parce que c'était le moment. Parce qu'on t'a laissé croire que tu étais arrivé seul au sommet et que ça devait s'arrêter. » Pierre se rapprocha. Il regarda autour de lui. Tout ici respirait l'expérimentation, l'obsession de précision, mais aussi la solitude. Tu as continué à travailler. Malgré tout, je n'ai jamais cessé. Pendant que vous signiez des accords avec des fonds d'investissement, je recyclais du cuivre. Pendant que vous construisiez des sièges sociaux à Singapour, je démontais des modules pour comprendre pourquoi ils chauffaient trop vite. Hélios est mort, mais pas ses idées. Et si moi, je ne les portais pas, qui l'aurait fait? Pierre se sentit pris au piège de sa propre culpabilité. Il s'approcha d'un carnet ouvert, lut quelques équations, quelques croquis. Il reconnut certains schémas, des structures qu'il avait cru avoir développées seul. « Ce que j'ai construit s'appuie sur ce que nous avons commencé, » termina-t-elle. « Tu n'as rien volé, Pierre. Tu as juste oublié de regarder derrière toi. » Elle s'assit à son tour, croisa les jambes. « Mais tu n'es pas le seul fautif. Nous avons tous été naïfs. On croyait pouvoir changer le monde avec 3 logiciels libres et une caméra thermique. On s'est fait absorber. Certains ont vendu, d'autres ont fui. Moi, j'ai disparu. » Il s'assit enfin. « Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ressortir ces documents?
Pourquoi ce sabotage du contrat? Ce n'est pas un sabotage, c'est un rappel. Si tu signes ce contrat, tu dois savoir sur quoi il repose, sur quelle cendre, et tu dois décider si tu veux construire sur elle ou recommencer à neuf. Pierre resta silencieux. Erika ouvrit un autre fichier sur un vieil écran. Un plan énergétique inédit daté de l'année précédente. Elle le lui montra. Ceci, c'est la version complète. Ce que nous n'avons jamais osé publier. Un réseau auto-adaptatif, décentralisé, zéro perte. Trop risqué pour les grands groupes, trop libre. Il étudia le schéma, captivé. Tu veux que je l'intègre à Lumisource? Non. Je veux que tu choisisses. Soit tu continues ton ascension, avec ton nom en lettres d'or. Soit tu prends ce plan, tu le rends public, open source, libre, et tu redeviens ce que tu étais avant de tout signer. Pierre se leva, fit quelques pas. Il comprenait maintenant. Ce n'était pas seulement une question de technologie, c'était une éthique, une ligne à franchir ou à respecter. Tu me demandes de tout perdre. Je te demande de choisir ce que tu veux vraiment gagner. Il resta longtemps silencieux, puis il se tourna vers elle. Et si je décide de publier ça? Que se passera-t-il? Erika haussa les épaules. Ils viendront, ceux que tu connais, et d'autres que tu n'as jamais vus. Ils essaieront de t'arrêter, de t'acheter ou de te détruire. Mais au moins, tu sauras pourquoi tu luttes. Pierre prit le dossier, le serra contre lui. Il savait que sa vie venait de basculer, qu'il n'y aurait pas de retour, qu'à partir de maintenant, chaque pas le mènerait plus loin de ce qu'il avait été et plus près de ce qu'il devait devenir. Il regarda une dernière fois Erika. « Tu vas rester ici? Non, je vais disparaître à nouveau, mais pas pour me cacher, pour continuer, là où il ne regarde jamais. » Elle sourit alors pour la première fois, un sourire triste et fier à la fois. « Bonne chance, Pierre. » Et il partit. Le silence de la route du retour contrastait violemment avec le tumulte intérieur de Pierre Lambert. Assis dans la voiture, les phares balayant les paysages nocturnes, il roulait sans musique, sans GPS, sans aucun autre son que le moteur électrique, discret comme une respiration. Le dossier que lui avait remis Erika Vadier reposait sur le siège passager, enfermé dans une simple chemise cartonnée. Et pourtant, il lui paraissait peser une tonne. Il contenait plus que des plans ou des chiffres. Il renfermait une vérité brute, une mémoire technique et humaine qu'il ne pouvait plus ignorer. Il savait, au fond de lui, que dès l'instant où il déciderait de le partager et de le révéler au monde, sa vie prendrait un autre cours. Il rentra à Paris à l'aube. La ville se réveillait lentement, les trottoirs baignés d'une lumière bleutée, les camions de livraison croisant les premiers coureurs matinaux. Pierre ne retourna pas chez lui. Il se rendit directement à l'un de ses anciens bureaux secondaires, un espace de coworking discret qu'il n'utilisait plus depuis des mois. Il possédait encore les codes. Il voulait du calme, de l'ombre, un endroit où réfléchir et travailler sans surveillance directe. Il s'installa à une table, déplia le dossier, étala les plans d'Erika, sortit son ordinateur et commença à coder. Il n'avait pas programmé lui-même depuis des années. Ses doigts étaient hésitants, maladroits au début, mais très vite, le rythme revint. Il reprit les algorithmes, les corrigea, les traduisit dans un langage plus universel. Il décida de créer une version épurée de la technologie présentée par Erika, suffisamment fonctionnelle pour être testée, mais pas assez détaillée pour qu'on puisse l'exploiter sans compréhension profonde. Il passa 2 jours entiers à tout organiser, sans sommeil réel, à peine quelques pauses pour avaler un café ou un fruit sec. Il sentait que le temps lui était compté, que cette impulsion devait être menée à bout avant que le doute ou les forces contraires n'interviennent. Pendant ces heures fiévreuses, il reçut plusieurs appels de ses associés. Tous restèrent sans réponse. Des messages vocaux l'implorèrent de rappeler, mentionnaient une réaction négative du cheikh Al-Mansour, l'annonce d'une suspension officielle des négociations, l'apparition du nom d'Hélios dans certains médias spécialisés. Les premières fuites commençaient, et avec elles, les premiers soupçons. On murmurait que Lumisource aurait utilisé des travaux non déclarés. Des journalistes parlaient d'anciens brevets oubliés, d'un réseau souterrain de chercheurs jamais reconnus. La pression montait, mais Pierre ne répondit à personne. Le 3e jour, au lever du soleil, il mit en ligne la première version du projet sous licence libre. Il l'intitula « Prométhée ». Il l'hébergea sur un serveur sécurisé en Estonie, sous une fausse identité numérique, et le partagea sur plusieurs forums spécialisés, plateformes de recherche collaborative et réseaux sociaux scientifiques. Le fichier
était accompagné d'un manifeste simple, signé uniquement d'un prénom et d'un identifiant cryptographique. Le texte affirmait que cette technologie appartenait à tous ceux qui croyaient encore en une transition énergétique réellement partagée. Aucun nom, aucun logo. Juste un code, une conviction. Il savait que cela ne resterait pas anonyme longtemps. Dès que l'on analyserait le style de codage, la structure des données, les connexions indirectes, certains remonteraient jusqu'à lui. Et en effet, moins de 24 heures plus tard, les premiers signes apparurent. Des experts reconnurent dans le projet certaines signatures numériques propres à Lumisource. Des comparaisons furent faites avec des publications anciennes. Le nom de Pierre Lambert commença à apparaître sur des blogs techniques, des forums d'ingénierie, puis dans quelques médias spécialisés. On parlait d'un acte de sabotage interne, d'un lancement clandestin, voire d'une trahison stratégique. Ses associés le convoquèrent en urgence. Cette fois, il accepta de les rencontrer. Le rendez-vous eut lieu dans un hôtel particulier discret du 6e arrondissement. Autour de la table, 6 visages fermés l'attendaient. Le directeur financier, la juriste, 2 membres du conseil d'administration, un représentant du fonds d'investissement principal et une avocate extérieure. Pierre entra sans sourire, posa calmement son ordinateur devant lui et s'assit sans dire un mot. La première salve vint de l'avocate. « Monsieur Lambert, vous êtes accusé d'avoir violé plusieurs clauses de confidentialité, de sécurité industrielle et de propriété intellectuelle. Ce que vous avez fait pourrait entraîner des poursuites très lourdes. Avez-vous conscience de cela ?» Il acquiesça sans détour. « Oui, et je l'assume. » Le directeur du fonds d'investissement se pencha vers lui. « Pourquoi ? Pourquoi tout foutre en l'air à ce stade ? Vous savez ce que vaut votre technologie ? Justement, elle vaut plus que ce que vous êtes prêt à lui faire rapporter. Elle peut être utile à tous, pas seulement à ceux qui peuvent payer. » Un silence tendu suivit. On échangea des regards. La juriste murmura quelque chose à l'oreille de l'un des membres du conseil. L'ambiance devenait électrique. Puis un des administrateurs, plus âgé, parla avec une voix calme mais glaciale. « Ce n'est pas à vous de décider ce qui appartient à tous. Vous avez signé des accords. Vous avez levé des fonds. Vous avez des engagements. Ce que vous avez fait, c'est une désertion, une fuite. » Pierre le regarda droit dans les yeux. « Non, c'est un retour à ce que j'étais et à ce que cette technologie devait être depuis le début. » Ils comprirent alors qu'il n'y aurait pas de négociation possible, que Pierre Lambert avait changé de camp, non pas pour rejoindre une autre entreprise, mais pour rejoindre une idée. Pour eux, il était devenu incontrôlable. Pour lui, il avait enfin retrouvé le contrôle. En quittant la salle, il sut qu'ils allaient tenter de l'écraser. Il savait que des plaintes seraient déposées, que ses biens seraient gelés, que son nom serait traîné dans la boue. Mais il n'avait plus peur, car quelque part, il savait que Prométhée ne pouvait plus être arrêté. D'autres allaient s'en emparer. Des chercheurs, des hackers, des rêveurs. Et même s'il devait tout perdre, il avait déjà gagné. Ce soir-là, il retourna dans l'espace de coworking. Sur son écran, les statistiques de téléchargement explosaient. Des centaines, puis des milliers de personnes avaient déjà accédé au fichier. Des versions dérivées commençaient à circuler. Le code était vivant. Et il n'était plus seul. À mesure que les heures passaient, le projet Prométhée se propageait à une vitesse vertigineuse. Les serveurs hébergeant les premières versions du code source avaient été sollicités au-delà de leur capacité prévue, forçant des répliques à se former de façon autonome à travers des systèmes pair à pair. Les forums de cryptographie, les groupes d'ingénierie énergétique sur les réseaux sociaux, les plateformes de publication scientifique alternatives, tout s'embrasait. Une onde d'enthousiasme mêlée de confusion traversait les cercles technologiques du monde entier. Pour les uns, il s'agissait de l'émergence d'une nouvelle ère. Pour d'autres, d'une menace directe à l'ordre établi. Pierre Lambert, retranché dans une chambre exiguë d'un hôtel sans étoiles du 14e arrondissement, observait les données depuis un vieux terminal chiffré. Il ne dormait presque plus. La fatigue lui creusait le visage, mais son regard n'avait jamais été aussi lucide. Le matin même, il avait reçu une notification d'un service juridique. Une plainte officielle avait été déposée par le fonds d'investissement principal de Lumisource, accompagnée d'un gel partiel de ses avoirs personnels. La réponse était prévisible. Il la redoutait, mais elle ne l'étonnait pas. Ce qu'il n'avait pas anticipé, en revanche, c'était l'écho que sa décision allait provoquer au-delà des cercles scientifiques. Dans un lycée technique de Recife,
Un professeur d'électronique partageait avec ses élèves une version simplifiée du module énergétique publié par Prométhée. À Nairobi, une start-up en énergie verte travaillait déjà sur une adaptation pour alimenter des zones rurales hors réseau. En Ukraine, un collectif d'ingénieurs bénévoles intégrait une partie du code dans un projet de microcentrale thermique destiné à des zones sinistrées. Partout, sans coordination centrale, des bras se levaient. L'idée trouvait preneur. Des applications inattendues voyèrent le jour, des lignes de code modifiées, corrigées, optimisées. Et Pierre observait, incapable d'arrêter cette vague qui le dépassait. Mais tout le monde ne célébrait pas ce déferlement. Dans les bureaux ultra sécurisés d'une tour londonienne, un conseil d'urgence s'était réuni. Il regroupait les représentants de 3 grands groupes énergétiques transnationaux, 2 cabinets d'intelligence économique et une société spécialisée en cybersécurité contractuelle. Il n'était là pas intéressé par l'innovation. Il s'inquiétait du précédent. Si un ingénieur de haut niveau, président d'une entreprise en croissance, pouvait se retourner ainsi contre le système pour offrir un projet librement, rien n'empêchait d'autres de suivre. Il parlait d'effets dominos, de chaos méthodologique, de risques éthiques. L'un d'eux, un ancien diplomate reconverti en analyste géopolitique, prit la parole avec gravité. Ce n'est pas le code qu'il faut craindre, c'est ce qu'il symbolise. Il faut réagir avant que les États s'en mêlent. Un autre acquiesça. Nous devons neutraliser Lambert, non pas physiquement évidemment, mais socialement, professionnellement, le décrédibiliser, le présenter comme instable, imprudent, paranoïaque, créer un récit. Le plan fut lancé le soir même. Des articles anonymes commencèrent à apparaître sur certains médias, pointant les antécédents idéologiques de Pierre, exagérant ses liens passés avec des cercles activistes, insinuant des comportements déviants, des conflits internes jamais documentés. On parlait d'un homme isolé, obsédé par le contrôle, qui aurait voulu s'ériger en sauveur. Des influenceurs spécialisés en debunking technologique diffusèrent des critiques ciblées du code Prométhée, affirmant qu'il comportait des failles, des incohérences, qu'il n'était pas si révolutionnaire. On manipula des données, sortit des citations de leur contexte, créa de fausses courbes. Pierre vit tout cela se déployer comme un filet de poison. Il savait que ce n'était qu'un début. Mais à chaque attaque, une réponse surgissait. Des chercheurs indépendants validaient ses choix. Des collectifs reprenaient les concepts et les raffinaient. Une guerre narrative s'engageait. Chaque jour, de nouveaux contributeurs rejoignaient les canaux de discussion du projet. Des propositions affluaient, amélioration des circuits, adaptation aux climats extrêmes, miniaturisation pour usage domestique. Le projet ne portait plus son empreinte seul. Il était devenu collectif. Un soir, alors qu'il consultait les nouveaux dépôts sur l'un des serveurs miroirs, Pierre reçut un message anonyme. Pas un spam, un fichier. Aucun mot, aucune signature. Juste une vidéo. Il l'ouvrit. C'était une séquence vieille de 15 ans. Une réunion interne d'Helios Conseil. L'image était floue, le son haché, mais l'essentiel était là. Rémi Godefroy parlait entouré de ses collaborateurs. Il exposait une hypothèse jamais testée à l'époque. Un réseau énergétique autogéré par l'interaction entre des unités locales autonomes capables de résister aux coupures massives, aux fluctuations de marché, à la corruption politique. Il disait cette phrase, simple et déterminée, « On ne veut pas conquérir le monde. On veut que le monde n'ait plus besoin d'être conquis. » Pierre resta figé. Cette vidéo n'était jamais sortie. Elle n'était pas dans ses archives, ni dans celles d'Erika. Elle avait été enregistrée en secret, par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, manifestement, avait décidé que le moment était venu de la révéler. Il la diffusa sur les canaux du projet Prométhée. En quelques heures, elle fit le tour du monde. Ce fut un point de bascule. Les critiques devinrent plus féroces, mais les soutiens aussi. Des figures publiques prirent position. Des enseignants, des ingénieurs à la retraite, des militants écologistes, des jeunes chercheurs. Certains parlaient de révolution douce, d'autres de retour au partage. Mais tous s'accordaient à dire une chose. Ce projet posait une question que le monde n'osait plus poser depuis longtemps. À qui appartient l'énergie? Et qui décide de son avenir? Pierre comprit alors qu'il ne pourrait plus jamais reprendre une vie normale, qu'il n'aurait plus jamais de bureau dans une tour climatisée, plus jamais de réunion avec des investisseurs en costume. Mais ce qu'il avait maintenant, il ne le troquerait pour rien. Une voix, un souvenir résonna en lui, celle d'Erika.
Tu dois choisir ce que tu veux vraiment gagner. Il savait qu'il avait choisi, et que le vrai combat ne faisait que commencer. Le matin se levait lentement sur Paris, couvrant la ville d'un voile doré qui effleurait les toits comme une caresse fragile. Mais pour Pierre Lambert, il n'y avait plus de différence entre le jour et la nuit. Il vivait dans une sorte de suspension temporelle, un entre-deux dans lequel chaque seconde comptait, où chaque nouvel événement pouvait tout faire basculer. Il savait que les forces qu'il avait réveillées ne se contenteraient pas de le combattre à distance. Les attaques juridiques et médiatiques n'étaient que le prélude. Bientôt viendraient les tentatives de déstabilisation interne, les infiltrations, les ruptures stratégiques, et il fallait se préparer. C'est dans cet état d'alerte constant qu'il reçut une communication inattendue, un message simple sans adresse apparente, avec une ligne unique. Tu n'es plus seul, rendez-vous aujourd'hui, 17h, Jardin des Plantes, Porte Nord. Aucun nom, aucun indice. Mais il comprit. Ce message ne venait ni d'un journaliste, ni d'un curieux, ni d'un opposant. Il venait de ceux qui l'avaient oublié, les anciens membres d'Hélios Conseil. Il se rendit au rendez-vous en avance, s'asseyant sur un banc proche de la grille en fer forgé, entre deux arbres centenaires. Les familles passaient sans le voir, les enfants couraient, les touristes prenaient des photos des cerfs exotiques. Il se sentait étrangement calme, comme si cette attente faisait partie d'un rituel ancien, une dette à honorer. À l'heure dite, une silhouette s'approcha. Un homme grand, mince, les cheveux poivre et sel. C'était Idriss Benhammer. Il n'avait pas changé ou si peu. Toujours ce regard profond, cette démarche lente, comme s'il pesait chaque pas. Il s'assit sans dire un mot. Pendant quelques secondes, ils restèrent silencieux. Puis Idriss parla, la voix douce. « Tu t'en souviens de notre dernier jour chez Hélios ?» Pierre hocha la tête. Il s'en souvenait trop bien. Le chaos, la fermeture brutale, les promesses non tenues, les dossiers confisqués, les regards fuyants. « Tu avais dit que tu ne voulais plus jamais jouer à l'alchimiste, » reprit Idriss. « Et pourtant te voilà, avec Prométhée, un feu nouveau pour un vieux monde. » Pierre baissa les yeux. « J'ai trop attendu. J'ai laissé l'ambition me détourner. Je croyais que la réussite justifiait le silence. J'avais tort. »« On a tous eu tort, » murmura Idriss. « De ne pas se revoir, de laisser les idées mourir, mais certaines braises sont plus tenaces que d'autres. » Il sortit alors de sa veste un petit carnet noir, relié par une ficelle usée. Godefroy me l'a confié peu avant sa mort. Il m'a dit de ne l'ouvrir que si le feu reprenait. Je crois que c'est le moment. Pierre prit le carnet avec précaution, l'ouvrit. À l'intérieur, des formules, des schémas, mais surtout des pensées. Des fragments philosophiques sur l'énergie, la propriété, le collectif. Des phrases griffonnées à la hâte, comme des mantras scientifiques. L'une d'elles le frappa de plein fouet. L'énergie qui libère est celle qu'on ne peut posséder. Il referma le carnet lentement, comme s'il contenait quelque chose de sacré. « Combien d'entre nous sont encore là ?» demanda-t-il à Idriss. « Moins que nous l'espérions, plus que tu ne le crois. » Et il donna un nom, Solène Mareuil. Elle aussi était de retour. Elle dirigeait depuis 5 ans un réseau souterrain de hackers écologistes, utilisant des identités numériques multiples pour protéger les données critiques de laboratoires indépendants. Elle avait vu Prométhée surgir et avait tout de suite su. C'était la continuation de leur rêve. Elle t'attend, ce soir, dans les anciens docks de Pantin. Elle dit que le groupe doit se reformer. Pas pour la nostalgie, pour ce qui vient. Pierre acquiesça. Il se leva avec Idriss. Ils ne se serrèrent pas la main. Ils n'en avaient pas besoin. Leur lien était ailleurs, tissé dans les câbles invisibles d'un passé commun. Ils se séparèrent sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, Pierre se glissa dans le dédale de couloirs sombres et d'escaliers rouillés des anciens docks de Pantin. L'endroit avait été transformé en un espace alternatif, un croisement entre squat artistique et centre de données clandestin. Des écrans clignotaient, des câbles couraient le long des murs comme des racines nerveuses. Et au centre, dans une pièce faiblement éclairée, Solène Mareuil. Elle avait toujours la même intensité dans le regard, mais son corps portait les marques de la lutte, cicatrices, fatigue, mais une force indéniable. Elle l'observa entrer, le toisa sans hostilité. Alors, le petit génie s'est enfin rappelé d'où il venait. « Il était temps », répondit-il. « Trop tard pour certains, mais pas pour ce qu'on peut encore faire. » Elle lui montra un tableau blanc couvert de symboles.
C'était un plan, une cartographie mondiale des zones énergétiques délaissées, des points précis où Prométhée pourrait être implanté, testé, protégé. Elle parlait vite, précisait les relais, les nœuds logistiques, les risques. Elle n'attendait pas qu'ils suivent. Elle savait qu'ils suivraient. Ce qu'on a maintenant, c'est une fenêtre. 3 semaines, peut-être 4, avant que le système réagisse pour de vrai, avec des armes qu'on ne pourra plus contrer. Pierre comprenait. Les procès, les campagnes médiatiques, ce n'était qu'un prélude. Le cœur du système allait bientôt frapper. Il fallait avancer vite, plus vite que les procédures, que les menaces, que la peur. Solène reprit, plus grave. Tu dois apparaître publiquement, pas seulement comme le fondateur, comme un catalyseur. Il faut qu'on te voie, qu'on sache que tu existes, que tu n'as pas peur. C'est ça qui inspire les autres à sortir de l'ombre. Il acquiesça. Et après? Après? Reprit-elle. On verra. Mais si on réussit, ils ne pourront plus tout rattraper. Le monde aura changé, même un peu. Cette nuit-là, Pierre Lambert grava un message vidéo. Sobre, direct, sans montage. Il expliqua son parcours, sa rupture, ce qu'était Prométhée, pourquoi il avait tout lâché, ce qu'il espérait. Il ne demanda pas pardon. Il ne réclama rien. Il proposa seulement une voie. Et au fond de ses yeux, on lisait une certitude nouvelle. Il n'était plus en fuite. Il était en marche. Le lendemain, la vidéo fut partagée par des milliers, puis des millions. Le visage de Pierre devint public. Mais il n'était plus un patron. Il était devenu un symbole. La vidéo de Pierre Lambert se propagea comme un incendie dans une forêt asséchée, partagée, analysée, traduite, reprise dans des dizaines de langues. Elle dépassa très vite le cercle des initiés et des technophiles. Elle entra dans les foyers, sur les téléphones, dans les écoles, les zones rurales, les squats urbains, les communautés autonomes, les conférences d'ingénierie. Elle circula aussi dans les arcanes du pouvoir, dans les conseils d'administration, les ministères de l'énergie, les laboratoires privés sous contrat gouvernemental. Partout, elle provoqua une réaction. Enthousiasme, colère, espoir, peur. Jamais indifférence. Mais avec la lumière vint l'ombre. 3 jours après la publication de la vidéo, l'espace de coworking où Pierre avait établi ses premières bases opérationnelles fut perquisitionné par des agents civils non identifiés. Aucun mandat n'avait été présenté. Aucun rapport officiel ne fut rédigé. Les serveurs furent saisis, les disques durs effacés. Lorsque Pierre revint sur place, il ne trouva qu'un silence étouffant et une trace de poudre blanche sur le sol, résidu classique de dispositifs électromagnétiques utilisés pour désactiver les circuits. Il ne retourna plus jamais dans un endroit identifiable. Solène, Idriss et les autres mirent en place un protocole de déplacement sécuritaire. Pierre ne pouvait rester au même endroit plus de 48 heures. Il alternait entre appartements d'amis, anciens squats réhabilités, péniches abandonnées sur la Seine, hangars semi-légaux. On brouillait ses trajets, ses connexions, ses communications. On n'utilisait plus de téléphone classique. Les réunions se faisaient en face à face avec des mots de passe en mutation constante, mais cela n'empêcha pas les fuites. Un matin, une adresse de l'un des centres relais fut compromise. Un petit laboratoire improvisé à Marseille, où une équipe travaillait à l'adaptation de Prométhée pour des panneaux solaires urbains, fut attaqué. Pas par des forces armées, par une coupure énergétique ciblée. Un drone civil, hacké, largua une microcharge électromagnétique au-dessus du bâtiment. Aucun blessé, mais des mois de travail détruits en quelques secondes. L'opération ne fut revendiquée par personne. Et pourtant, tout le monde comprit le message. Désormais, le combat n'était plus économique. Il était tactique. Pierre décida de réagir. Pas par la violence, par la transparence. Il lança ce qu'il appela la vague ouverte. Chaque cellule de recherche du réseau Prométhée, chaque contributeur, chaque modificateur devait publier librement ses résultats, sans centralisation. Plus aucune version ne serait contrôlée par une entité unique. Plus aucune stratégie cachée. Le savoir serait disséminé comme des graines au vent. L'équipe développa un protocole d'accès, un système modulaire d'archivage dans des bases de données fragmentées à travers le monde, hébergées parfois dans des universités, parfois sur des serveurs indépendants, parfois même dans des réseaux obscurs, illisibles pour les outils d'analyse classiques. Mais cela déclencha une nouvelle riposte. Le visage de Pierre devint omniprésent dans les médias dominants, non pas glorifié, mais déformé. On l'accusa de dérive sectaire,
de manipulation idéologique, de collusion avec des organisations extrémistes. Des documents falsifiés commencèrent à circuler, de prétendus emails où il aurait suggéré de saboter des infrastructures nationales, des comptes bancaires trafiqués, des montages vidéo où ses propos étaient sortis de leur contexte. Les mots « terrorisme énergétique » furent prononcés pour la première fois dans une conférence de presse par un ministre de l'Intérieur européen. Solène, en suivant les métadonnées des documents, remonta la trace d'une société de communication basée en Suisse, sous contrat avec plusieurs lobbies de l'énergie. Mais rien de directement incriminant, juste des soupçons, des coïncidences trop précises pour en être. Un soir, Pierre reçut un message codé en clair sur l'un des canaux sécurisés. Un défi, une menace voilée. La lumière brûle celui qui l'invoque sans savoir. Il le lut en silence, le montra à Idriss, qui resta pensif. Ils veulent t'intimider, mais ils ne savent pas à quel point tu es déjà au-delà de la peur. Ils croient que je suis seul, répondit Pierre. Ils ne comprennent pas que le projet n'est plus à toi. C'est ce qui les rend fous. À mesure que le réseau grandissait, des figures inattendues rejoignaient le mouvement. Un ancien ingénieur de chez Tesla envoya une version optimisée pour micro-véhicules. Une équipe de jeunes scientifiques de Dhaka développa un modèle pour usage communautaire à bas coût. Une coopérative d'agriculteurs en Espagne commença à expérimenter des serres autosuffisantes à partir des modules dérivés de Prométhée. La diversité des usages rendait toute attaque systémique inefficace. Pour chaque nœud détruit, 3 nouveaux apparaissaient. Mais tout cela ne se faisait pas sans tension. À l'intérieur même du réseau, des désaccords émergeaient. Certains voulaient accélérer, attaquer les grands groupes de front, détourner leurs ressources, infiltrer leur système. D'autres, dont Pierre faisait partie, insistaient sur la voie ouverte, l'accessibilité, la coopération avec les petites structures locales. Ces débats prenaient parfois des allures de crise. Il fallut organiser des assemblées numériques, des réunions nocturnes, des arbitrages douloureux. Mais le mouvement tenait. Et puis, une nuit, tout changea de nouveau. Solène fit irruption dans la pièce où Pierre travaillait, le visage blême tenant un vieux téléphone satellite dans la main. On a retrouvé Erika. Le monde sembla s'arrêter un instant. Où? En Norvège, dans une station météo désaffectée. Elle a survécu à une tentative d'assassinat. Elle a disparu depuis, mais elle a laissé un message. Pour toi. Elle alluma l'enregistrement. C'était bref. La voix d'Erika, fatiguée, mais toujours aussi ferme. Pierre, ils viennent. Ce que tu as publié, ce n'est qu'un morceau. Ce qu'ils veulent, c'est ce que j'ai. Le cœur du système. Le nœud source. Ils savent que tu vas chercher. Ils t'attendront là-bas. Fais attention. Puis le silence. Pierre ferma les yeux. Il comprenait. Prométhée n'était qu'un prélude. Un outil parmi d'autres. Le vrai secret, celui qui pouvait rendre tous les autres obsolètes, n'avait pas encore été révélé. Et le combat allait entrer dans sa phase la plus dangereuse. Le message d'Erika tournait en boucle dans l'esprit de Pierre, comme un signal de détresse d'une autre époque. Le cœur du système. Le nœud source. Ces mots réveillaient quelque chose de profondément enfoui. Une intuition vieille de plus d'une décennie, à une époque où il n'était encore qu'un groupe d'idéalistes, travaillant sur des concepts si novateurs qu'ils en semblaient absurdes. À l'époque, ils parlèrent déjà d'un réseau énergétique entièrement autonome, capable de s'auto-organiser, d'apprendre, de se réparer. Une forme d'intelligence énergétique distribuée, sans centre, sans maître. Et pourtant, à l'origine, il y avait bien un noyau, un prototype, une matrice. Ils l'avaient surnommé le nœud source. À l'époque, ce projet avait été abandonné, faute de moyens, et à cause des dissensions internes sur sa dangerosité. Mais certains, comme Erika, n'avaient jamais cessé d'y croire, et maintenant, elle disait que ce nœud existait, qu'il était toujours opérationnel, et qu'il était la véritable cible. Non pas Prométhée, qui n'était qu'un dérivé fragmentaire, mais ce cœur caché, capable de transformer l'énergie en un bien réellement libre, inviolable, inappropriable. Pierre n'hésita pas. Avec l'aide de Solène et d'Idriss, il organisa une mission de récupération. Ils contactèrent un ancien partenaire norvégien, Axel Rien, un cryptologue devenu expert en réseaux énergétiques clandestins. Axel confirma qu'une station météorologique désaffectée près du cercle polaire arctique, autrefois gérée par une entreprise de recherche climatique européenne, avait été rachetée silencieusement
par une entité privée sans visage. Officiellement, elle servait d'observatoire. En réalité, c'était un bunker technologique, protégé par des protocoles de sécurité avancés, des drones de surveillance et un brouillage systématique de tout signal entrant ou sortant. L'équipe partit dans la plus grande discrétion, vols séparés, itinéraires indirects, identités multiples. Ils se retrouvèrent à Tromsø, une petite ville portuaire du nord de la Norvège, avant de s'enfoncer en motoneige dans les terres gelées, sous une aurore boréale éclatante. Le froid était mordant, mais ils n'avaient pas le luxe de la lenteur. Ils savaient que d'autres cherchaient aussi. Des forces bien mieux équipées, mieux armées, sans scrupules ni délai. Après plusieurs heures de progression, ils atteignirent enfin l'installation. Une structure basse à moitié enfouie sous la neige, dont seule l'antenne dépassait. Axel neutralisa le premier niveau de surveillance grâce à un signal de saturation thermique. Idriss ouvrit l'accès via un système magnétique de son invention, inspiré de vieux mécanismes soviétiques. À l'intérieur, le silence régnait. Aucun personnel, aucune trace humaine récente, juste des lumières clignotantes, des câbles encore chauds, des machines en veille. Ils avancèrent prudemment. Chaque pas soulevait une poussière de givre. Au centre de la pièce principale, ils trouvèrent une interface obsolète, mais toujours fonctionnelle. Un ancien écran plasma relié à une matrice de stockage enfouie sous le sol. Axel se connecta avec son terminal. L'écran s'alluma lentement. Un nom s'afficha, Nœud source, version 0, 92, initié le 17 février 2014. Pierre sentit son cœur s'accélérer. C'était bien réel. Erika n'avait pas menti. Ils accédèrent à l'arborescence des fichiers, des milliers de lignes de code, des schémas de réseau, des algorithmes d'apprentissage énergétique. Mais aussi et surtout, un protocole d'autoduplication. Le système était conçu pour se répliquer, pour migrer, pour survivre à toute tentative de destruction. C'était une graine numérique, une entité énergétique embryonnaire, prête à germer dans n'importe quel environnement connecté. Mais alors qu'ils entamaient le transfert de données, un signal retentit. Axel se figea. « Ils sont là », murmura-t-il. « Je capte une variation de température à l'entrée. 2 drones armés, sans identification. Et un véhicule thermique. Ils ont trouvé l'endroit. » Solène réagit immédiatement. Elle encrypta le noyau en cours de transfert, initia une diffusion fractionnée vers 3 serveurs différents, situés en Argentine, en Inde et au Maroc. Puis elle détruisit physiquement l'interface centrale. Si quelqu'un entrait, il ne trouverait qu'un terminal mort. Pierre, lui, prit la décision la plus difficile. Rester. Il devait distraire ceux qui approchaient, leur faire croire qu'il n'y avait rien à sauver. Que Prométhée n'était qu'une fin en soi, que le nœud n'existait pas ou avait été détruit. Idriss s'opposa. « Tu ne peux pas rester seul. Ils ne t'épargneront pas. Justement, ils doivent croire que tout repose encore sur moi. » Il les força à partir par un tunnel secondaire, conçu autrefois comme issue de secours pour les techniciens météo. Il leur remit un disque crypté contenant la séquence de synchronisation du nœud. Si jamais il échouait, il devrait relancer le système ailleurs, dans un endroit que personne ne soupçonnait. Il leur confia également une lettre, manuscrite, destinée à Erika, s'il la retrouvait. Quelques minutes plus tard, les bruits de pas se firent entendre. Des bottes lourdes, des voix étouffées, le bourdonnement d'un drone volant. Pierre resta immobile, les mains sur la console éteintes. Quand la porte fut enfoncée, il leva simplement les yeux. « Vous arrivez trop tard. » Ils le plaquèrent au sol. L'un des hommes, visage dissimulé sous une visière noire, fouilla les lieux sans un mot. Un autre examina le terminal. Puis, un signal radio bref. Rien. Il a tout effacé. Ils l'emmenèrent sans violence, mais sans ménagement. Pierre ne dit rien. Il savait que l'essentiel n'était plus là, que la vraie victoire se trouvait déjà ailleurs, en route vers des mains qu'il ne connaîtrait peut-être jamais. Dans le silence de la station, derrière un mur de neige, le système d'une source s'était déjà dupliqué. Invisible, infalsifiable, incopiable. Il attendait juste d'être réveillé. L'arrestation de Pierre Lambert fut gardée secrète durant les premières heures. Officiellement, aucun service d'État ne l'avait appréhendé. Aucun rapport n'était publié. Aucun témoin ne confirmait sa détention. Il avait tout simplement disparu.
Un silence orchestré, tactique, destiné à couper la tête du mouvement Prométhée sans en provoquer la martyrologie immédiate. Mais ce que ceux qui l'avaient capturé ignoraient, c'est que le protocole de sa disparition avait été anticipé, programmé, codé. Dans les minutes qui suivirent son extraction de la station norvégienne, un script déclencheur, installé sur un serveur isolé en Islande, activa une chaîne de diffusion. Ce script, baptisé Clé de Braise, avait été élaboré par Solène et Axel des semaines plus tôt. Il contenait les coordonnées d'un entrepôt de données inactif situé à Bangalore, où une version complète du nœud source était déjà en sommeil. Le fichier ne s'activait qu'en cas d'interruption totale des communications de Pierre durant plus de 6 heures. Ce fut le cas. Et à l'instant même où les agents silencieux embarquaient Pierre hors du cercle polaire, le cœur du système reprenait vie à plus de 6000 km de là. Dans une salle souterraine de cette mégapole indienne, une poignée de jeunes ingénieurs bénévoles qui collaboraient en secret avec Prométhée depuis les premières heures, virent s'afficher un message sur leur interface principale. 3 mots en majuscules, le feu vivant. C'était le signal. Ils n'avaient pas besoin de plus d'instructions. Chacun savait quoi faire. Activer les relais, propager les modules, synchroniser les satellites ouverts, préparer la publication globale. Le même jour, les réseaux sociaux commencèrent à s'enflammer de rumeurs. Des groupes activistes dénonçaient la disparition de Pierre. Des vidéos de la station norvégienne montraient les restes d'un assaut, les marques de véhicules non identifiés, des séquences d'empreintes laissées dans la neige. Certains journalistes d'investigation commencèrent à fouiller. Des fuites internes de différents services administratifs, orchestrés par des sympathisants silencieux, confirmèrent ce que beaucoup craignaient. Pierre avait été capturé par une entité para-étatique agissant hors cadre juridique. Mais la plus grande onde de choc arriva 2 jours plus tard, lorsque le code complet du nœud source fut publié simultanément sur plus de 50 plateformes numériques, accompagné d'une archive audiovisuelle retraçant son développement depuis les premiers jours d'Hélios Conseil. Ces documents montraient les premiers tests, les débats internes sur l'autonomie énergétique, les inquiétudes éthiques, les prototypes. On y voyait Rémi Godefroy expliquer avec ferveur les implications d'un tel système. Une énergie distribuée, inattaquable, sans point central, incapable d'être privatisée. Chaque nœud était à la fois serveur, récepteur et modulateur. Une fois activé, le réseau s'auto-répliquait sans leader, sans chef. Les réactions furent immédiates. Certains gouvernements parlèrent de cyberterrorisme. D'autres, au contraire, saluèrent une avancée historique. L'Union africaine annonça une étude pour l'intégration de ce système dans ses zones rurales les plus isolées. En Amérique latine, plusieurs coopératives agricoles l'adoptèrent immédiatement. En Asie, des universités techniques commencèrent à intégrer le fonctionnement du nœud source dans leur cursus. L'effet domino se produisait, mais dans l'ombre, une traque plus violente se mettait en place. Solène, Idriss et Axel furent ciblés. Leurs visages apparurent sur des listes de surveillance. Des comptes bancaires gelés, des mandats d'arrêt lancés via des juridictions complices. Certains pays refusèrent de collaborer, d'autres se montrèrent plus dociles. Il fallut réorganiser toutes les routes de communication, cacher à nouveau les relais humains, passer à une structure encore plus éclatée. Et pendant ce temps, Pierre était toujours introuvable. On ignorait où il était détenu. Ni les membres du réseau, ni les journalistes, ni même les diplomates contactés ne purent localiser un quelconque centre de détention. Son signal vital, lui, avait disparu. Mais dans le code du nœud source, un élément nouveau était apparu. Une partition chiffrée signée de son identifiant cryptographique. Un simple message. « Si vous lisez ceci, c'est que j'ai été effacé. Ne cherchez pas à me ramener. Faites mieux. Allez plus loin, plus librement que moi. Je ne suis pas le début, ni la fin. Juste une transition. » Ce message, ajouté au moment de son dernier accès à la station norvégienne, fut interprété comme un testament numérique, une passation symbolique. Il ne voulait plus être au centre. Il avait lâché prise. Dans les jours qui suivirent, une série d'événements accéléra encore la propagation du réseau. Des groupes industriels tentèrent de lancer des campagnes de discrédit, mais furent contrecarrés par des analyses publiques de scientifiques reconnus. Les tentatives de sabotage numérique échouèrent. Le système était trop distribué, trop fluide. Chaque tentative de le ralentir semblait, paradoxalement, le renforcer. Une figure inattendue émergea dans ce nouvel écosystème. Un adolescent de 16 ans, vivant à Recife,
qui parvint à intégrer le nœud source dans un système de pompes hydrauliques solaires à bas coût, permettant d'irriguer des zones semi-arides. Sa vidéo de démonstration, publiée depuis un téléphone rudimentaire, devint virale. Ce n'était plus Pierre Lambert que l'on montrait à l'écran. C'était lui, ce garçon anonyme, devenu l'un des visages du changement. Le mouvement n'appartenait plus à personne. Il avait dépassé ses fondateurs. Il était devenu une idée vivante, un réseau de pensée, une technologie dissoute dans la volonté collective. Et quelque part, dans une cellule sans nom, sans fenêtre, un homme assis dans le silence entendait un bourdonnement léger. Pas un bruit mécanique, un souvenir. Une voix, peut-être la sienne, répétant en boucle ce mantra qu'il s'était juré de ne jamais oublier: l'énergie qui libère est celle qu'on ne peut posséder. Pierre Lambert ne savait pas s'il reverrait un jour la lumière, mais il savait, avec une certitude profonde, que cette lumière était en train d'éclairer le monde. Le mois qui suivit la publication d'une source fut à la fois une apothéose et un tremblement. Aucun organisme, aucune entreprise, aucune institution n'était préparée à ce que le monde vit surgir un système énergétique échappant à toute forme de centralisation. Ce qui avait été conçu dans le silence d'un laboratoire désaffecté par une poignée de chercheurs ignorés devint le point de rupture d'un paradigme vieux de plus d'un siècle. La résistance fut acharnée. Des groupes de pression économique firent pression sur des gouvernements pour interdire ou freiner l'implémentation du réseau. Des alliances improbables entre États autoritaires et multinationales se formèrent pour tenter de créer une version bridée du nœud, une alternative contrôlable, domestiquée. Mais chaque tentative rencontrait une opposition spontanée, décentralisée, imprévisible. Partout, des collectifs d'enseignants, de techniciens, de citoyens se formaient. Le nœud source, par sa nature même, ne pouvait être réduit. Il se partageait comme un langage, s'apprenait comme une grammaire nouvelle. Des écoles de terrain, appelées nœuds d'apprentissage, émergèrent dans les faubourgs des grandes villes, dans les campagnes, dans les zones de guerre. Des adolescents enseignaient à des anciens formaient des enfants. La connaissance ne s'écrivait plus dans des livres, mais dans des modules vivants, interactifs, portables, transmis comme des graines. À Paris, Solène Mareuil continua de coordonner d'ombre en ombre la répartition du savoir. Elle n'était plus seule. Idriss était resté à ses côtés, et Axel avait mis en place un système d'interconnexion des cellules basé sur les marées énergétiques des régions. Une sorte de respiration collective, synchronisée par les besoins réels et non par les flux de marché. Ensemble, ils comprirent que ce qu'ils avaient lancé ne pourrait plus jamais être arrêté, non parce qu'ils en avaient le contrôle, mais précisément parce qu'ils l'avaient abandonné à tous. Mais ce pouvoir nouveau avait un prix. Dans plusieurs pays, les répressions devinrent plus violentes. Des fermes énergétiques communautaires furent saisies, des serveurs déconnectés, des leaders d'initiatives arrêtés. Des campagnes de désinformation massive furent lancées. On parla de complot, de déstabilisation globale, de menaces à la sécurité internationale. Mais rien ne pouvait inverser ce qui avait commencé. Car à chaque nœud détruit, 10 renaissaient ailleurs, parce que ce système n'avait pas besoin de centre. Il se déplaçait comme une idée, insaisissable. Et dans les profondeurs d'une prison dont le nom restait inconnu, Pierre Lambert vivait ses derniers jours comme un secret vivant. Personne ne savait s'il était encore en vie, et aucune autorité ne reconnaissait son emprisonnement. On le gardait dans une pièce sans horloge, sans contact, avec pour seule lumière celle d'une ampoule suspendue. Les gardiens ne parlaient pas. Les repas étaient déposés sans regard. Les jours passaient comme des rumeurs. Pourtant, il ne perdait pas la mémoire. Il se répétait chaque matin les noms de ceux qu'il avait aimés, ceux qu'il avait trahis, ceux qu'il avait suivis. Il reconstruisait mentalement le schéma du nœud source, revoyait ses lignes de code, les visages autour des premières tables de travail. Et chaque nuit, il rêvait d'Erika. Elle n'était jamais figée, toujours en mouvement, un pas devant lui, dans des paysages qu'il n'avait jamais vus. Parfois, elle lui tendait la main. D'autres fois, elle disparaissait dans la brume. Mais elle ne lui manquait pas. Elle l'appelait encore, silencieusement. Puis, un jour, tout changea. Sans explication, sans protocole, la porte de sa cellule s'ouvrit. Pas brusquement, pas violemment. Simplement, la serrure céda, la lumière du couloir s'alluma. Il n'y avait personne, juste un silence neuf. Il se leva, hésita, avança.
Chaque pas résonnait comme s'il pénétrait dans un monde neuf. Il marcha longtemps. À chaque tournant, il attendait une embuscade, un piège, une fin, mais rien, juste la sortie. Dehors, la nuit était claire, le ciel d'un noir profond, constellé d'étoiles. Une voiture l'attendait, une silhouette à l'intérieur. Il s'approcha. La vitre descendit. Solène. Elle ne dit rien. Elle ouvrit la portière. Il monta. Comment? On ne t'a pas libéré, Pierre. Tu étais déjà dehors. Il t'avait effacé, mais le monde t'a rappelé. Ils roulèrent sans destination, juste le mouvement. Elle lui expliqua que le système avait tellement changé que même ses ennemis ne savaient plus où frapper, que la pression internationale, le mouvement populaire, la résistance silencieuse, tout cela avait rendu son maintien en détention inutile, voire dangereux pour ceux qui l'avaient capturé, qu'il n'était plus utile de le retenir car son pouvoir n'était plus individuel. « Tu es redevenu anonyme », dit-elle. « C'est la plus grande victoire. » Ils atteignirent un campement temporaire, sur les hauteurs d'un petit village. Des enfants couraient autour de modules lumineux alimentés par des micro-nœuds. Des familles cuisinaient avec de l'énergie propre. Des projections étaient diffusées sur des tissus tendus entre les arbres. Pierre descendit. Personne ne le reconnut. Et ce fut parfait. Il s'assit à côté d'un feu. Regardant les flammes, il sourit. « Ils ne peuvent plus les éteindre », murmura-t-il. Solène s'installa à ses côtés. Idriss les rejoignit, puis d'autres, tous silencieux. Ils ne célébraient pas, ils écoutaient. Le vent, les voix, l'énergie, ils comprenaient. Car le feu de Prométhée avait cessé d'être volé. Il avait été partagé,